Et si la femme la plus généreuse de votre village cachait le secret le plus terrifiant? Et si chaque récolte abondante était nourrie par quelque chose d'inavouable, quelque chose d'humain? Ce que David a découvert sous la maison de sa mère va vous glacer le sang. Bienvenue dans les histoires d'Inaya. Dans le village de Nkolmefou, entouré de collines rouges et de rivières calmes, vivait une femme que tout le monde respectait profondément. On l'appelait Maman Grasse. Veuve depuis de longues années, elle avait bâti seule une fortune impressionnante grâce à ses hectares de culture qui s'étendaient à perte de vue. Ces champs produisaient plus que tous les autres réunis. Le maïs y poussait haut et dense, les ignames étaient lourdes, les tomates brillantes comme vernis. Les habitants disaient que la terre l'aimait. Certains affirmaient même que Dieu l'avait bénie d'une main particulière. Elle donnait généreusement sacs de riz, frais d'hôpital, cahiers pour les enfants, argent pour les funérailles. Elle était la première à arriver quand quelqu'un pleurait, la première à tendre la main quand un foyer manquait de nourriture. Dans ce village, personne ne soupçonnait qu'un mal ancien se cachait derrière ce sourire paisible. Pourtant, depuis des années, une ombre invisible planait dans la région. Les disparitions ne faisaient pas de bruit. Elles ne laissaient pas de traces de lutte, pas de cris entendus dans la nuit, pas de sang sur la terre battue. Elles avalaient les gens dans un silence presque surnaturel. Un voisin robuste, parti chercher du bois derrière la colline, ne revint jamais. On retrouva seulement sa machette plantée dans un tronc, comme abandonnée en plein geste. Une femme venue vendre du poisson au marché disparut entre deux maisons, son panier renversé, les écailles encore brillantes au soleil. Et plus terrible encore, il arrivait qu'un enfant s'évapore littéralement sous les yeux du monde. Une petite silhouette jouant dans la poussière rouge, un rire clair, puis plus rien, juste le vent. Chaque disparition plongeait le village dans une panique fébrile. Les hommes fouillaient les forêts jusqu'à l'épuisement, les femmes appelaient les noms des disparus jusqu'à perdre la voix. Les tambours résonnaient pour mobiliser tout le monde. Et au centre de cette agitation, Maman Grasse apparaissait toujours comme un pilier. Drapée dans son pagne impeccable, le regard humide de compassion, elle prenait les devants. Elle finançait les battus, distribuait de l'eau et du pain aux chercheurs, consolait les mères effondrées contre sa poitrine. On la voyait prier à haute voix, supplier le ciel de rendre les enfants perdus. Sa générosité semblait sans limite, sa présence rassurante comme une lumière dans la nuit. Puis, inévitablement, les jours passaient, les recherches s'essoufflaient, les cris devenaient murmures, les larmes séchaient sur des visages creusés par la fatigue. Le silence revenait s'installer dans les ruelles comme une poussière lourde que personne n'osait balayer. On parlait d'animaux sauvages, de trafiquants, d'esprits errants. On se convainquait que la forêt avait ses mystères, et la vie reprenait parce qu'elle devait reprendre. Mais il y avait un détail que certains remarquaient en secret sans jamais oser le formuler à voix haute. Chaque fois qu'une disparition survenait, les champs de Maman Grasse semblaient se transformer. Le maïs poussait plus haut, plus dense, d'un vert presque irréel. Les feuilles luisaient sous le soleil comme si une sève nouvelle, plus épaisse, circulait en elles. Les récoltes devenaient plus abondantes, plus lourdes, comme si la terre s'était abreuvée d'une énergie invisible. La nuit, ces terres changeaient d'atmosphère. Ceux qui vivaient non loin racontaient entendre des bruits étouffés, comme des pas traînants entre les rangées de maïs. Parfois, le vent portait des murmures confus, semblables à des voix d'enfants fatigués. Les plus courageuses affirmaient avoir vu, sous la lumière blanche de la lune, des silhouettes courbées travaillant sans relâche. Mais à l'aube, tout redevenait normal. Aucun ouvrier, aucune trace de passage, seulement des cultures parfaitement entretenues, impeccables, comme si une armée invisible avait veillé toute la nuit. Sous la grande maison blanche de Maman Grasse se trouvait une cave que personne ne visitait. Même son fils, David, évitait cet endroit. Il était revenu au village après ses études pour aider sa mère à moderniser l'exploitation. Il l'aimait profondément et admirait sa générosité. Il croyait sincèrement qu'elle incarnait la force et la dignité. Mais il ne comprenait pas pourquoi elle interdisait formellement l'accès au sous-sol. Elle disait simplement que c'était un espace de stockage fragile, rempli de produits dangereux. Il n'insistait pas. Tout bascula le jour où la petite Amina disparut. Elle n'avait que 6 ans, une enfant vive, toujours pieds nus dans la poussière rouge, les cheveux tressés de perles colorées qui tintaient doucement lorsqu'elle courait. Ce soir-là, elle jouait devant la maison familiale, traçant des formes dans le sable avec un bâton, chantonnant une comptine innocente. Sa mère, à l'intérieur, surveillait la marmite posée sur le feu. L'odeur du manioc bouilli se mêlait à celle du bois brûlé. C'était une fin d'après-midi ordinaire, tranquille, presque belle. Il n'a fallu que quelques minutes. Quand sa mère est sortie pour l'appeler, la cour était vide. Le bâton gisait encore au sol. Une sandale minuscule était renversée près du seuil. Mais Amina n'était plus là. Aucun cri n'avait été entendu, aucun pas précipité, comme si l'air lui-même l'avait avalé. Le cri de sa mère fendit le village. En quelques instants, les voisins accoururent.
Les hommes saisirent des lampes torches et des machettes. Les femmes fouillèrent les maisons, les latrines, les recoins sombres. On appela son nom jusqu'à l'enrouement. Les plus jeunes coururent vers la forêt. L'effroi était palpable, plus intense que lors des disparitions précédentes. Cette fois, c'était une enfant du village, une enfant que tout le monde connaissait. Et, fidèle à son habitude, Maman Grasse apparut au cœur de la tourmente. Elle arriva presque en courant, son pagne soigneusement noué, son visage déjà marqué par une émotion apparente. Elle prit la mère d'Amina dans ses bras, la serra longuement contre elle. « Ma fille, nous allons la retrouver, je te le promets. » Sa voix tremblait juste assez pour sembler vraie. Ses yeux brillaient d'une humidité maîtrisée. Elle donna de l'argent pour organiser des recherches plus larges, ordonna qu'on fouille les champs, les rivières, les sentiers oubliés. Elle pria à haute voix, invoquant la protection divine, demandant que l'enfant soit rendue saine et sauve. Personne ne douta d'elle. Mais cette nuit-là, alors que les recherches se poursuivaient à la lueur des lampes et que le village vibrait d'angoisse, David rentra plus tard que prévu. Il était épuisé, couvert de poussière, le cœur lourd d'un mauvais pressentiment qu'il ne parvenait pas à nommer. En traversant la cour silencieuse, il remarqua que la maison était plongée dans l'obscurité. Sauf un détail. Une lueur faible, instable, filtrait sous la trappe de la cave. Il s'arrêta. Sa mère ne descendait jamais là-bas à cette heure. Jamais pendant les nuits de recherche. Elle prétendait toujours être trop fatiguée. Un frisson glissa le long de son dos. Il s'approcha doucement. La lumière vacillait, comme celle d'une flamme. Et il lui sembla entendre quelque chose. Un son étouffé, peut-être un souffle, peut-être un murmure. À cet instant, la porte principale grinça derrière lui. Il se retourna brusquement. Sa mère se tenait dans l'encadrement, immobile, son regard fixé sur lui. « Tu n'es pas allé te reposer, David ?» demanda-t-elle d'une voix étonnamment calme. Il hésita, cherchant ses mots. « Je croyais que tu dormais, il y a de la lumière en bas. » Un silence s'installa, court, pesant. Puis un esquissa un sourire. « Ça ne sont que des herbes que je prépare pour aider aux recherches. Certaines racines attirent les esprits protecteurs. Ne t'inquiète pas. » Elle posa une main sur son épaule. Sa paume était froide. « Va dormir. Demain sera une longue journée. » David hocha la tête, mais son regard resta accroché à la trappe. La lumière continua de trembler sous le bois fermé. Et pour la première fois de sa vie, un doute véritable s'insinua dans son cœur. Il attendit que la maison s'endorme et descendit en silence. L'odeur le frappa immédiatement. Un mélange d'encens, de terre humide et de chair conservée. Les murs étaient recouverts de symboles tracés avec une substance sombre. Au centre du pièce, un cercle dessiné au sol était entouré de bougies consumées. Et plus loin, alignés avec une précision glaçante, reposaient des corps. Certains reconnaissables, d'autres trop altérés pour l'être. Des adultes, des enfants. Son souffle se bloqua dans la gorge. Il sentit son monde s'effondrer. C'est alors qu'il comprit que le véritable secret ne résidait pas seulement dans les corps, mais dans l'air lui-même. Une présence invisible emplissait la cave. Une vibration étrange parcourait les murs. Il entendit des murmures faibles, presque imperceptibles, comme des supplications étouffées. Ses jambes tremblaient lorsqu'une voix s'éleva derrière lui. « Tu n'aurais jamais dû descendre ici. » Il se retourna lentement. Sa mère se tenait dans l'ombrage, son visage transformé par une dureté qu'il ne lui connaissait pas. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas. Elle semblait seulement déçue. Elle lui expliqua d'une voix calme et glaciale que les corps n'étaient que des enveloppes, que les esprits, eux, pouvaient être liés à la terre. Elle parlait d'équilibre, de sacrifice, de prospérité. Elle affirmait que ces actes avaient sauvé le village de la famine et assuré l'avenir de leur famille. « Tout cela, c'est pour toi », murmura-t-elle. David sentit la nausée l'envahir. Il voyait désormais les disparitions sous un autre angle. Chaque vie arrachée devenait une force exploitée. Chaque âme enchaînée travaillait dans les champs pendant que le village dormait paisiblement. La prospérité n'était pas une bénédiction. Elle était le fruit d'un esclavage invisible. Les jours suivants, David fit prétention de ne rien savoir. Il observa sa mère, étudia ses gestes, comprit que la magie devait être renouvelée lors des nuits de pleine lune. Il découvrit que le cercle au sol était la clé du rituel, le point d'ancrage des esprits captifs. Il prit une décision terrible.
il trahirait sa propre mère pour libérer les âmes prisonnières. La nuit de la pleine lune, alors qu'elle entamait son rituel au centre du cercle, David renversa les torches et brisa les symboles tracés au sol. Le feu se propagea rapidement dans la cave. Les flammes léchèrent les murs, consumant les herbes et les talismans. Un vent violent sembla se lever de nulle part. Les murmures devinrent des cris, des ombres se matérialisèrent autour de Maman Grasse, silhouette indistincte mais chargée d'une colère contenue depuis des années. Elle tenta de s'échapper, mais quelque chose l'en empêcha. Les forces qu'elle avait asservies se retournèrent contre elle. Son regard croisa celui de son fils une dernière fois, mélange de rage et d'incompréhension. Puis la cave s'effondra dans un fracas assourdissant, ensevelissant le cercle et ses secrets. Au matin, la maison n'était plus qu'un tas de cendres fumantes. Une fumée grise montait encore vers le ciel, lourde et lente, comme si les ruines refusaient de se taire. Les villageois, accourus au milieu de la nuit pour tenter d'éteindre l'incendie, observèrent en silence les décombres noircis. Les poutres calcinées s'étaient effondrées sur l'entrée de la cave, scellant à jamais ce qui s'y trouvait. On retrouva David assis à quelques mètres des ruines, tremblant, le visage couvert de suie, le regard vide d'épuisement. Mais sa mère, elle, ne fut jamais retrouvée. Pas un os, pas un fragment de pagne, rien. Ce matin-là, pourtant, David ne garda pas le silence. Lorsque les anciens du village se réunirent sous le grand manguier pour comprendre ce qui s'était passé, il demanda à parler. Sa voix était faible, mais déterminée. Il raconta tout. La cave, les corps conservés, les esprits enchaînés, les rituels de pleine lune. Il expliqua comment la prospérité des champs était nourrie par des vies volées, comment chaque disparition avait été un sacrifice. Les habitants l'écoutaient sans respirer. Certains refusèrent d'y croire, d'autres sentirent leur sang se glacer en repensant aux murmures entendus la nuit près des plantations. Puis il parla d'Amina. Il raconta comment, en descendant dans la cave, il avait trouvé la petite encore en vie, prisonnière du cercle, affaiblie mais consciente. Comment il l'avait tirée hors des symboles tracés au sol avant que le feu ne se propage. Comment il l'avait confiée aux voisins dans la confusion de l'incendie. Et soudain, un murmure parcourut l'assemblée. Amina était vivante, traumatisée, silencieuse, mais vivante. La vérité tomba sur le village comme une pierre lourde. Ils comprirent que l'abondance qu'ils avaient admirée était bâtie sur l'horreur, que les joncs généreux, les récoltes spectaculaires, la prospérité enviée, tout cela avait été arraché à des âmes innocentes. Une colère froide monta parmi eux, mêlée de honte et de chagrin. Certains pleurèrent, d'autres détournèrent le regard, incapables d'accepter qu'ils aient vécu si longtemps dans l'ombre d'un tel mal. Les anciens prirent une décision difficile. David avait détruit le cercle, il avait sauvé l'enfant, il avait révélé la vérité, au prix de son propre sang et du nom de sa famille. Mais il restait le fils de celle qui avait semé la mort pendant des années. Sa présence deviendrait un rappel constant de cette tragédie. Alors ils choisirent de le laisser partir, non comme un criminel, mais comme un survivant. Ils lui demandèrent de quitter le village et de ne jamais revenir. David accepta sans protester. Avant de partir, il regarda une dernière fois les terres qui autrefois ondulaient sous un vert éclatant. Mais ce qu'il vit le coupa le souffle. Les champs avaient disparu, littéralement. Là où s'étendaient des hectares fertiles, ne restait qu'un sol nu, sec, craquelé comme une peau brûlée. Aucune tige, aucune feuille, aucune trace de culture, comme si la terre avait rejeté ce qu'elle avait porté, comme si elle avait refusé d'être le tombeau d'âmes innocentes. Le village perdit sa richesse du jour au lendemain. Les récoltes futures furent modestes, cultivées avec peine et sueur, mais plus jamais personne ne disparut. Et lorsque David s'éloigna sur le chemin rouge qui menait hors du village, il ne se retourna pas. Il emportait avec lui le poids de la vérité et la certitude que certaines prospérités ne sont que des malédictions déguisées. C'était votre conteuse des histoires d'Inaya. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Et souvenez-vous d'une chose, la richesse qui écrase les autres finit toujours par se retourner contre celui qui l'a construit. On peut tromper un village, on peut tromper le temps, mais on ne trompe jamais la vérité. Car toute prospérité née de l'injustice porte en elle les graines de sa propre destruction.